Si notre corps était une maison, qui poserait le papier peint, le carrelage, et où seraient les usines qui fabriquent tout ce qu'il faut pour que ça tourne? Eh bien aujourd'hui, on va s'intéresser aux architectes un peu méconnus de notre organisme, les tissus épithéliaux. C'est eux, ces fameuses couches de cellules, qui jouent tous ces rôles en même temps. Ils sont nos gardiens, nos filtres, nos fabricants, bref, ils tapissent absolument chaque recoin de notre corps, de la surface de la peau jusqu'au plus profond de nos organes. Alors, voilà notre programme. On va commencer par les bases, juste pour bien comprendre comment notre corps est organisé. Ensuite, on plonge direct dans le vif du sujet, l'épithélium. On va découvrir ces deux grands super-pouvoirs, la protection et la production, et on finira par voir comment ces tissus accomplissent leur mission, avec des stratégies parfois assez surprenantes. Pour bien piger ce que sont les tissus, il faut d'abord zoomer. C'est un peu comme des Lego. Une seule brique, c'est une cellule. Si on assemble plein de briques identiques pour faire un truc précis, eh bien on a un tissu. C'est exactement à ce niveau-là qu'on se place aujourd'hui. D'ailleurs, la science qui étudie ça s'appelle l'histologie. Et bien sûr, ces tissus s'assemblent pour former des organes, le cœur, les poumons, etc., qui eux-mêmes forment des systèmes entiers. Donc un tissu, c'est quoi au juste? Le mot le plus important à retenir, c'est équipe. C'est une vraie communauté de cellules qui non seulement bossent ensemble, mais qui en plus fabriquent leur propre environnement de travail. C'est ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. L'idée clé, c'est vraiment cette coopération. Chaque cellule a son rôle à jouer pour atteindre un but commun. En fait, tout le corps humain repose sur 4 grandes familles de tissus, 4 piliers. On a d'abord le tissu conjonctif, qui est un peu la charpente, ce qui soutient le tout. Ensuite, le tissu musculaire, c'est le moteur qui nous permet de bouger. Le tissu nerveux, lui, c'est le réseau de communication ultra rapide. Et enfin, notre star du jour, le tissu épithélial, qui est à la fois l'armure et l'usine de notre corps. Bon, maintenant que le décor est planté, on peut se concentrer sur l'épithélium. Si on reprend notre image de la maison, c'est lui le fameux papier peint qui recouvre absolument toutes les surfaces, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est notre toute première ligne de défense et aussi notre première interface avec le monde qui nous entoure. Un épithélium, peu importe où il se trouve, obéit toujours à 3 règles d'or. Règle numéro 1, ces cellules sont super soudées les unes aux autres. On dit qu'elles sont jointives, elles forment une barrière vraiment compacte. Règle numéro 2, il ne flotte jamais n'importe comment. Il est toujours posé sur une fondation, une sorte de socle qu'on appelle la lame basale. Et enfin, règle numéro 3, il n'a pas sa propre tuyauterie. Il est avasculaire, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun vaisseau sanguin qui le traverse. Et là, logiquement, on se pose une question. S'il n'y a pas de vaisseau sanguin, comment les cellules font pour manger? Ce schéma nous donne la réponse. Regardez bien. L'épithélium, c'est la partie du haut. Il est juste au-dessus du tissu conjonctif qui, lui, est plein de vaisseaux. On peut imaginer que l'épithélium est un appartement et que le tissu conjonctif en dessous, c'est le supermarché. Les livraisons, les nutriments, l'oxygène montent du supermarché, traversent la lame basale et viennent nourrir les cellules de l'appartement. Un vrai système de livraison à domicile. Pour faire simple, tous les épithéliums du corps ont l'une de ces deux grandes missions. Soit ils agissent comme des gardes du corps, ça ce sont les épithéliums de revêtement qui protègent et qui tapissent, soit ils sont des ouvriers d'usine. Et là ce sont les épithéliums glandulaires qui fabriquent et qui libèrent des substances. Allez, explorons la première équipe, les spécialistes du revêtement. Leur boulot, c'est de former une barrière, une interface entre deux milieux différents. L'exemple le plus simple, c'est notre peau qui nous sépare du monde extérieur. Pour identifier un épithélium de revêtement, c'est un peu comme un jeu. Il suffit de regarder 2 choses. Premier indice, la forme des cellules. Mais attention, seulement celle de la couche tout en haut. Est-ce qu'elles sont plates, comme des crêpes, cubiques, comme des dés, ou alors hautes, comme des colonnes? Deuxième indice, l'épaisseur. Est-ce qu'on a une seule couche de cellules, ou est-ce qu'on a un empilement sur plusieurs étages? Et voilà toutes les options possibles. Pour la forme, à gauche, on a pavimenteux pour les cellules plates, cubique pour celles en forme de dé et prismatique pour les cellules tout en hauteur. Pour l'épaisseur, à droite, soit c'est simple, une seule couche, soit c'est stratifié comme un mur de briques sur plusieurs rangs, et puis il y a le petit cas particulier, le pseudo-stratifié. On a l'impression qu'il y a plusieurs couches, mais en fait c'est un leurre. Toutes les cellules touchent la base. Et tout ça, ça nous amène à une règle d'or en biologie, la forme suit la fonction. La nature ne fait rien au hasard. Si on a besoin de faire des échanges très rapides, comme l'oxygène dans les poumons, qu'est-ce qui est le plus efficace? Une seule couche de cellules toute fine. Parfait. Si on a besoin d'une armure solide, comme la peau, là on empile les couches, on stratifie. Et si on veut absorber un maximum de choses, comme dans l'intestin, on prend des cellules bien hautes, de vrais buildings remplis de machines pour travailler. Faisons un petit tour dans le corps pour voir ça en vrai. Regardez la lettre I sur le schéma, c'est la peau. Une vraie forteresse, un épithélium pavimenteux et stratifié. Maintenant, allons en C2, dans l'intestin. Ici, le but c'est d'absorber. On a donc un épithélium simple et prismatique.
Et pour finir, en E, les voies respiratoires. Là, on a le fameux épithélium pseudostratifié avec des petits cils, un vrai tapis roulant qui nettoie nos poumons. On voit bien que chaque organe a son revêtement sur mesure. Ok, passons maintenant à la deuxième grande équipe, les usines de production de notre corps, autrement dit les épithéliums glandulaires. Ici, la différence est simple, tout est dans le préfixe. Exo, ça veut dire vers l'extérieur. Les glandes exocrines, comme les glandes de la sueur ou de la salive, elles ont un canal, une sorte de tuyau, pour déverser leurs produits à la surface du corps ou dans une cavité. A l'inverse, endo, ça veut dire vers l'intérieur. Les glandes endocrines, elles, n'ont pas de canal. Elles libèrent leurs produits, les hormones, directement dans le sang pour qu'ils puissent voyager partout dans le corps. Regardons ça de plus près. À gauche, on voit très bien la structure exocrine. Les cellules fabriquent le produit et le canal l'évacue. C'est un circuit court, local. À droite, c'est la stratégie endocrine. Les cellules sont toutes regroupées et littéralement entourées de petits vaisseaux sanguins. Dès que le produit est libéré, hop, il est tout de suite capté par le système de livraison express du corps, la circulation sanguine. Bien sûr, en biologie, il y a toujours des exceptions. Certaines glandes sont ce qu'on appelle amphicrines. Ce sont de vrais couteaux suisses. L'exemple parfait, c'est le pancréas. Il a une double vie. D'un côté, il est exocrine. Il fabrique des sucs pour la digestion qu'il envoie dans l'intestin. Et de l'autre, il est endocrine. Il libère dans le sang des hormones super importantes, comme l'insuline, qui gère le sucre. Maintenant, allons voir d'un peu plus près. Concrètement, comment une cellule d'une glande exocrine fait-elle pour expulser ce qu'elle a fabriqué ? Quelles sont ces techniques ? Eh bien, les cellules ont 3 manières de faire. La plus propre, c'est la mérocrinie. La cellule expulse son produit sans s'abîmer du tout. C'est la livraison sans contact, si on veut. Ensuite, il y a l'apocrinie. Là, c'est un peu plus brutal, la cellule sacrifie un petit bout d'elle-même qui part avec le produit. Et enfin, on a la méthode kamikaze, l'holocrinie. La cellule se gave de son produit et elle explose pour le libérer. C'est le sacrifice suprême pour la mission. Évidemment, chaque stratégie a sa logique. La livraison douce et continue, la mécrocrinie, c'est nickel pour la salive ou la sueur. Mais pour produire le sébum de la peau, qui est une substance très grasse, la méthode kamikaze est plus efficace. En fait, la cellule entière, qui est riche en graisse, devient elle-même le produit. Alors, pour résumer, à quoi ça sert tout ça ? Eh bien, à presque tout. Les épithéliums sont notre armure contre le monde. Ils sont la porte d'entrée de tout ce qui nous nourrit, ils sont la surface d'échange qui nous permet de respirer, et ce sont les usines qui produisent les substances qui nous régulent, nous protègent et nous font fonctionner au quotidien. Sans eux, on serait juste un tas de cellules sans aucune organisation. Voilà, notre exploration s'arrête là pour aujourd'hui. De la simple tuile qui protège à l'usine chimique la plus complexe, les tissus épithéliaux sont de vrais petits bijoux d'ingénierie. Et ça laisse songeur. Si une seule des 4 grandes familles de tissus est aussi riche et complexe, ça donne le vertige d'imaginer tous les autres secrets que notre corps a encore à nous révéler.